France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est 100 jours aux États-Unis ce soir. They're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. But I picked you, Terry, but you're not being very nice. Donald Trump, tel qu'en lui-même sur ABC hier, qui à la fois menace, sort de sa poche son côté négociateur et dealmaker, et aux journalistes, il dit, dites donc, c'est moi qui vous ai choisi, en réalité vous n'êtes rien, vous êtes en train de faire l'interview de votre vie, donc s'il vous plaît taisez-vous. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir Fabienne. Merci de remettre pour nous votre casquette de spécialiste des États-Unis pour parler donc de ces 100 jours de Donald Trump. Et ce qui nous intéresse, Thomas, ce soir, c'est pas tant de lister ce qu'il a fait pendant ces 100 jours que de comprendre justement comment et pourquoi il peut le faire et comment il décide surtout d'agir comme il le fait. Et peut-être que cet extrait d'interview qu'on vient d'entendre nous apprend beaucoup. C'est exactement lui qui ne donne rien gratuitement, qui attend un retour sur investissement et qui n'a aucun filtre et aucune vergogne. Au fond, on a 10 secondes de ces 100 jours-là dans cette interview. Oui, c'est un bon exemple. Et en effet, c'est un très bon extrait que vous avez choisi, Fabienne, parce que ça raconte sa toute-puissance dans un monde qui n'arrive pas à lui parler, en fait. Et c'est ça qui est fascinant avec Donald Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est la manière dont il a de tirer les ficelles. Les fils, c'est le grand marionnettiste de ce monde. Quand il dit « je dirige l'Amérique », et le monde pour le sauver, je pense qu'il le croit sincèrement. Et je m'amuse. Et je m'amuse à le faire. Il le dit dans une interview récente. Ouais, il s'amuse à disrupter. C'est un mot tellement employé que je n'ose plus l'employer, mais c'est vraiment pour le coup, là on est dans un autre niveau de disruption. Il s'amuse à disrupter, il prend du plaisir à tester la loyauté des uns et des autres. Il y a quelque chose à la fois de paranoïaque et d'un peu pervers dans son rapport au monde, mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir un petit garçon qui a tous les pouvoirs du monde. Alors justement, et on va expliquer d'ailleurs dans un instant d'où elle vient cette engueulade, parce qu'il y a une raison particulière effectivement. Ce qu'on sent aussi dans ce qu'il vient de dire et dans toutes les interviews finalement qu'il a données, c'est jusqu'à quel point il ne semble gouverné par aucune règle politique. Ça veut dire qu'il ne joue pas le jeu. En fait, il refuse de jouer le jeu. Mais est-ce qu'au fond c'est pas ça, là aussi la clé des 100 jours, avec une équipe qui désormais l'entoure, différente de Trump 1, et qui a compris une chose: il faut laisser Trump être Trump. Et c'est ça qu'il fait depuis 100 jours. Ça, c'est la grande phrase de tous les présidents. Let Clinton be Clinton, let Reagan be Reagan. Ça, c'est à un moment donné, à chaque fois, en général, il y a un moment donné où ça va pas très bien et on dit, mais laissez-le être ce qu'il est. Et effectivement, chez Trump, ça commence très tôt. Mais c'est intéressant. Il y a un livre que Donald Trump a écrit en 1997. On cite toujours en 1987 l'art du deal. Et en 97, il écrit l'art du comeback. Ouais. Et dans l'art du comeback, il dit exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a 10 leçons pour revenir. La première, c'est jouer au golf. Ouais, jouer au golf parce que ça me détend, dit-il. D'ailleurs, c'est par le golf qu'il est revenu, c'est à Mar-a-Lago après 2021, après son échec, où il va reconstituer une équipe autour de lui. Mais il y a des choses très intéressantes. Soyez paranoïaques, soyez chanceux, soyez durs avec vos adversaires et travaillez avec des gens que vous aimez. Mais quand j'entends ça, j'entends aussi travailler avec des gens qui vous aiment. Qui vous aiment dans le monde de Trump, ça veut dire qu'ils vous sont loyaux. Donc en effet, il est entouré de gens qui le protègent, pas du tout qui le mettent en garde, mais qui le laissent faire ce qu'il veut faire. Quand il veut mettre un message sur un réseau social, qu'il le fasse. Allons-y, laissons-le vivre. Et mais c'est quasiment théorisé d'ailleurs par celle qui est sa directrice de cabinet, qui s'appelle Suzy Wiles. C'est d'ailleurs l'une des seules qui est survivante de Trump 1, et aujourd'hui effectivement bien présente. C'est elle qui a théorisé le fait qu'il fallait absolument avoir le parti républicain dans la poche, et que du coup elle pouvait avoir effectivement des gens, il pouvait avoir des gens qui étaient purement loyalistes, et laisser libre cours à son instinct, laisser libre cours à ses humeurs. Ça veut dire que ce qu'ils ont appris aussi, c'est qu'on sait qu'il faut ramasser derrière, mais ça n'a aucune importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça n'a aucune importance. Alors d'abord un mot sur Suzy Wiles, parce que cette personnalité est vraiment intéressante. C'est une femme qui dirige la campagne en Floride. C'est vrai. Et la première campagne. La première en 2016 et en 2020 aussi. Ouais. Et la Floride, c'est une rare réussite en 2020 pour la campagne de Trump. Donc il demande qu'est-ce qui s'est passé en Floride. On lui dit c'est elle. Et donc il l'a fait monter, elle lui fait des mémos, ce qui s'est passé en Floride. Et ils ont bien compris, ces gens-là, que quand Trump soutient un candidat, le candidat l'emporte souvent. Donc en 2022, quand arrivent les élections de mi-mandat, Trump va enfin avoir
voir complètement un parti à sa botte. On l'avait dit un peu trop tôt pour 2016 ou pour 2018. Là, c'est vraiment le cas. Donc, il a des gens d'une loyauté totale autour de lui. Et dans ce contexte-là, effectivement, il a les coups des franches. Et en fait, l'élément essentiel, je crois que c'est Steve Bannon qui le donne. Quand Steve Bannon dit « on a gagné la narration, le narratif du 6 janvier 2021 », en fait, ils ont compris qu'on vivait dans un monde de récits, bien plus qu'à l'ère Reagan. Le bouquin de Salmon racontait les storytellers en parlant de Ronald Reagan, mais aujourd'hui, c'est même plus que ça, parce qu'il ne s'agit pas de raconter une histoire, c'est de raconter sa propre vérité. Et ça, Donald Trump l'a réussi avec brio, donc autant laisser le maître le faire, plutôt que de le cornaquer avec des gens qui ont une rationalité qui est aujourd'hui loin de ce qu'attend le peuple américain. Pour rebondir sur ce que vous dites, Thomas, la fameuse engueulade qu'on a entendue sur ABC, la raison de cette engueulade, c'est que le journaliste lui tend une photo de cet homme qui est en prison au Salvador à tort. Garcia, ouais. C'est une photo montage, en réalité, puisque on y voit des tatouages du gang auquel il est censé appartenir, alors que ce n'est pas le cas. C'est là qu'il s'engueule. Ça n'est pas la réalité de Trump. Ça me rappelle une phrase de Steve Bannon qui a été longtemps citée, qui parlait de la défaite en 2020 et qui dit « Notre réalité, c'est que nous avons gagné ». Au fond, on a encore les deux pieds là-dedans avec Donald Trump, mais y compris maintenant. Aujourd'hui, les chiffres de la croissance viennent de tomber. Ils sont mauvais. Mais sa réalité dit autre chose. Sa réalité sur les droits de douane dit autre chose. On est encore là-dedans. C'est le premier président performatif de l'histoire. Il dit quelque chose et le simple fait de le formuler rend la réalité tangible. Mais souvenez-vous, on commentait ensemble beaucoup à l'époque la campagne présidentielle américaine. Lorsqu'il gagne en 2016, vous vous souvenez, en 2017, on était ensemble à Washington, on voit qu'il n'y avait pas grand monde. C'est là que Kellyanne Conway invente les vérités alternatives, alternative facts. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité alternative, il y a la vérité de Trump. Donc, l'idée de la vérité alternative, c'est qu'il y avait encore une autre possible. Désormais, il n'y en a qu'une seule possible, celle de Donald Trump. Ce qui nourrit les théories fascisantes du pouvoir de Trump, parce que l'idée que sa réalité, c'est celle que celui qui est au pouvoir formule, ça, on est effectivement dans ce genre de bulle cognitive qui traduit quand même des régimes très autoritaires. Après, ce qui est très impressionnant, c'est que politiquement, cet homme était mort après 2020 théoriquement, puisqu'il y a le 6 janvier, puisque ensuite il y a de multiples attaques judiciaires, il y a 34 mises en examen, enfin il y a une multitude de choses qui devaient normalement le détruire. Qu'est-ce qui fait que ce qui doit le détruire le renforce, alors que pour n'importe qui d'autre, on ne l'aurait jamais vu revenir? Pourquoi avec lui ça marche? Il est performatif et donc nietzschéen, parce que ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment le cas. Avec une nuance par rapport à Nietzsche, c'est que ce qui ne le tue pas le renforce et non pas le laisse survivant. C'est-à-dire que il se nourrit de ça pour se renforcer. Il y a un cas de figure assez intéressant. Quand on lui coupe les grands médias, eh bien, le génie de Trump et des gens autour de lui, c'est d'aller chercher des réseaux souterrains, des blogs, les Joe Rogan et les autres, les influenceurs, qu'on connaît pas bien, nous ici, voire pas du tout, mais qui ont une puissance de frappe extraordinaire parce qu'elles parlent directement à l'oreille de ceux qui doivent entendre un discours. Et donc, il va aller toucher tout un public qu'il n'aurait jamais touché, même avec Fox News à l'époque. Et donc, ça a semblé l'avoir tué après janvier 21 parce qu'il perd l'accès aux grands médias. Et en fait, ça le renforce parce qu'il est obligé de trouver une autre solution pour parler aux Américains. Et l'autre solution, elle est encore beaucoup plus puissante parce qu'elle va toucher directement le cœur et l'âme d'une grande partie de l'Amérique qui va le soutenir ensuite pour l'élection présidentielle. Est-ce que c'est lui qui comprend, Thomas Negarov, que finalement son impudence est son arme et que c'est ça son super pouvoir, ou est-ce qu'il faut que quelqu'un lui dise et qu'il le comprenne? Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on lui laisse la bride sur le cou et qu'on le laisse dire à peu près ce qu'il veut. Moi, je pense que j'ai plutôt le sentiment qu'il est l'homme d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des Trump. Il y a toujours eu dans l'histoire américaine des types qui arrivaient, un peu farfelus, qui disaient ce qu'ils pensaient, qui en appelaient au bon sens, à l'instinct, mais qui disparaissaient. Il y a un moment, aujourd'hui, dans lequel la complexité du monde, l'incertitude de demain, les questions sociétales font qu'à un moment donné, il y a la rencontre entre un homme et un moment. Et moi, je pense pas que ça soit théorisé par Trump, ça peut être post-rationalisé. Mais je pense qu'il y a vraiment un homme avec son caractère, avec ses caractéristiques, avec sa manière de penser, qui rencontre un moment. Il n'y aurait pas de Trump il y a 10 ans, il n'y aurait pas de Trump peut-être dans 20 ans, il y a un Trump
aujourd'hui parce qu'il rencontre un moment. Alors, il y a un Trump 100 jours après son investiture, et on a bien vu quand même que donc la croissance n'est pas au rendez-vous, et on sait que ce sont les droits de douane évidemment qui sont responsables de ça, même s'il dit l'inverse. On sait que la politique du Doge a été particulièrement mal vécue, puisque il y a eu des licenciements qui ont été extrêmement brutaux, y compris d'ailleurs exactement inefficaces, et y compris chez les Trumpistes. Même l'immigration finalement est assez mal vécue parce que c'est extrêmement brutal. Est-ce qu'à un moment, ce sentiment d'invincibilité qui devient une espèce de forme d'arrogance, il finit par le payer? Ou alors ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est surtout n'enterrons certainement pas trop vite ce bonhomme-là, parce qu'il est à la fois Houdini et Lazare, et qu'il se sortira toujours de ça. Oui, alors il y a un peu de ça. Il y a eu d'abord quand même 2020, où là le mur du réel s'est affronté à lui. Alors il l'a refusé, mais tout de même il le refuse encore. Et il le refuse encore, il le refusera toujours, parce que pour lui accepter une défaite, c'est accepter la mort, d'une certaine manière, quasiment symboliquement. Donc en effet, quand on est face à un personnage de ce type-là, c'est pas les arguments réalistes qui vont l'emporter. En revanche, il y a des contre-pouvoirs, il y a les élections de mi-mandat qui vont arriver très très vite. Il peut y avoir une déculottée dans les deux chambres, et là ça bloquera clairement sa manière de gouverner. Et un mot quand même sur sa manière de gouverner. Comme il veut des résultats très vite et agir très vite, il passe essentiellement par des décrets présidentiels. 98. Voilà, jamais, et même encore davantage depuis, jamais un président n'en a signé autant depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 100 jours. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue constitutionnel, c'est beaucoup moins puissant et solide qu'une loi votée par le Congrès. Ça veut dire qu'un président, après, peut d'un trait de crayon, signer un décret présidentiel qui annule les décrets trumpistes. Donc quand on dit il est en train de changer l'Amérique pour toujours, il veut le faire, lui, très vite surtout. Mais il y a des tas de vulnérabilités dans ce qu'il est en train de faire. C'est aussi l'élément qui rend peut-être optimiste les gens qui s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir et du maintien au pouvoir de Trump dans ces conditions. Pensez vraiment qu'on peut remettre le dentifrice dans le tube quand on a on a détricoté notamment les agences, quand on a vidé certains services fédéraux? C'est difficile de l'envisager aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que il y a aux États-Unis une forme de sidération face à tout ça. C'est pas 100 jours, c'est pas 1000 jours. Les 100 jours, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est Franklin Delano Roosevelt qui le premier avait parlé des 100 jours. Et mais les 100 jours de Roosevelt, c'était 100 jours d'un État plus puissant, d'un État plus profond, et qui va changer l'Amérique pour au moins 70 ans. Mais c'était en passant par essentiellement des lois. 14 très grandes lois qui allaient changer l'Amérique. Là, on est dans un contexte complètement inverse, à savoir un détricotage de l'État par des décrets présidentiels dont la fragilité est réelle. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a là peut-être un nouveau standard de la place de l'Amérique dans le monde, de la conception qu'a l'Amérique d'elle-même. Mais attention, n'enterrons pas trop vite les adversaires de Trump et n'enterrons pas trop vite les contre-pouvoirs démocratiques des États-Unis. Et on a l'impression d'ailleurs que les contre-pouvoirs, c'est-à-dire la justice, parce que des affaires, il y en a effectivement beaucoup qui sont devant les tribunaux aujourd'hui, ces contre-pouvoirs-là n'ont pas disparu. La Cour suprême non plus d'ailleurs, qui a demandé à ce qu'on fasse revenir cette fameuse personne qui a été envoyée au Salvador pour rien. En revanche, on a l'impression que la stratégie démocrate, c'était il va s'autodétruire tout seul. Est-ce que c'est pas une erreur de se dire qu'il peut s'autodétruire, cet homme-là, en fait? Alors, les démocrates sont face à deux stratégies, en gros. Il y a une stratégie défendue par Sanders ou par Ocasio-Cortez qui est de dire on y va au front et on brandit le poing et on hurle contre l'oligarchie et on défend la démocratie. Et puis, il y a toute une partie du Parti démocrate qui, en effet, considère que, peut-être pris dans une forme de sidération, mais je pense qu'il y a aussi une lecture stratégique qui est en train de dire arrêtons de l'attaquer frontalement parce que, comme on le dit depuis le début de l'entretien tous les deux, plus on l'attaque frontalement, plus il se renforce. Donc, laissons-le s'épuiser face à un mur du réel qui arrivera un jour par advenir, et ainsi peut-être on pourra récupérer la mise. Je vous cache pas que c'est un petit peu risqué, mais est-ce que en 2016, s'habiller en rose, insulter le président américain, que De Niro dise qu'il veut lui casser la gueule, est-ce que ça l'a fait s'effondrer? Non. Donc les démocrates ont quand même un peu de mémoire, et ils se disent que peut-être il faut laisser faire les choses. C'est douloureux, mais laisser faire les choses peut peut-être faire advenir demain une alternance politique. Dans Thomas Nekarov, ce fameux article de The Atlantic qu'on citait, on conseille vraiment à tous les gens qui lisent l'anglais d'y aller parce que c'est des dessous qui sont brillants et fascinants. Dans l'interview, arrive plutôt cette réponse de Trump d'ailleurs qui dit il y a deux types de personnes qui sont autour de moi. Il y a ceux qui veulent que je rende l'Amérique great again et ceux qui veulent que je rende l'Amérique great again, mais avec aussi en me vengeant également. Il dit moi je suis le numéro 1.
on le croit pas du tout sur parole. Est-ce qu'il y a toujours, et c'est ça aussi, au fond, la leçon de ces 100 jours-là, toujours cet esprit de vengeance qui continue à l'animer et qui peut-être continuera à l'animer longtemps? Écoutez-le quand il évoque le dossier ukrainien. Il tape sur Zelensky parce que Zelensky ne l'a pas soutenu en 2020 et n'a pas donné toutes les informations qu'il imaginait avoir sur Hunter Biden. Donc évidemment, on est toujours sur un sentiment de revanche, de vengeance, mais Donald Trump l'a plutôt intelligemment théorisé en considérant que sa vengeance, c'était la vengeance de l'Amérique. Et là, on retrouve sur mes marottes du corps du président américain, mais il y a l'idée que mon corps, c'est votre corps, que je me sacrifie pour la nation américaine, et ça fonctionne extraordinairement bien. D'ailleurs, quand il dit que les lendemains seront difficiles économiquement, il y a toujours l'idée du sacrifice, de la dimension sacrificielle, et quasiment aussi messianique, parce que s'il y a bien une chose qui est apparue depuis 100 jours aux États-Unis, c'est le retour de la foi. Comme jamais peut-être dans l'histoire américaine, il y a un bureau de la foi à Washington qui est réapparu, extrêmement virulent, et la foi largement chrétienne, ce qui d'ailleurs interroge les spécialistes de la religion en Amérique sur le caractère laïque de l'État américain. Est-ce qu'on se revoit au 200e ou 300e? Allez, disons 300e. Allez, 300e. Allez, 300, ça marche. Thomas Negaroff, merci beaucoup. La suite, ce soir, c'est un retour en Syrie, la suite de notre série 5 mois après la chute du régime avec la société civile aujourd'hui face aux tensions communautaires. Et pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel du mercredi, c'est vous, Kevin Dufresne, sous les radars. En Lettonie, un homme condamné pour avoir combattu en Ukraine aux côtés des Russes. Le Monde à 18h50 et Franck Madbon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On ira en Roumanie, présidentielle dimanche, un remake après l'annulation du scrutin et l'ombre de Trump au-dessus de cette élection. Et le cinéma en VO, bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir Marvel, DC, le grand match des super-héros au cinéma cet été, Stop ou encore, on en débat à l'occasion de la sortie de Thunderbird ce mercredi, une belle surprise. Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine, il reste un instant aux États-Unis encore et ces grands espaces, virage country aussi pour Lana Del Rey. Bluebird qui vient d'entrer dans la playlist d'Inter. Little bird, bluebird, fly away for both of us. For you have wings and I've no means to fly. Little bird, bluebird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Find a way to fly. Find a way to fly. Just shoot for the sun till I can finally run. Find a way to fly. Le reportage ce soir continue l'exploration de la Syrie, 5 mois après la chute du régime. Nous sommes à Damas où, là aussi, les massacres de début mars visant la minorité alaouite, associée parfois à tort au crime de la dictature de Bachar el-Assad, ont fait grimper très haut les tensions entre les communautés. Vous avez aussi entendu dans le journal tout à l'heure que des groupes islamistes affrontaient la minorité druze. La chute du régime n'a pas effacé les stéréotypes qui touchent les différentes composantes de la société syrienne, les sunnites, les chrétiens, les druzes, les kurdes. Alors pour tenter de calmer les esprits, initier le dialogue et panser les plaies aussi, la société civile se met au travail et le reste c'est Manon Chaplin qui raconte.
Douala, banlieue est de Damas, le 19 mars, 2h30 de l'après-midi. Un pick-up, des haut-parleurs et 6 prédicateurs, des salafistes qui, dans la rue, intiment durant plusieurs heures aux chrétiens de se convertir à l'islam. Dans l'église Saint-Joseph, Saïd, un fidèle, assiste lui à des funérailles. Agacé, il finit par sortir, demande aux prêcheurs d'arrêter. Ils ont juste augmenté le son. Ça m'a énervé alors que je leur ai crié dessus avec un ton très agressif. Mais leur ton aussi était agressif. Et eux, contrairement à moi, ils avaient des armes. J'ai entendu l'un d'eux dire « Tirez-leur dessus, tirez-leur tous dessus ». Les chrétiens du quartier ont commencé à se réunir et nous les avons virés. Ce jour-là, l'incident s'arrêtera là. Mais depuis, Saïd est inquiet. Une campagne en ligne lancée par des anonymes l'accuse d'être lié au régime de Bachar al-Assad. Je suis assis ici, dans mon magasin, et je ne me sens plus en sécurité. Je reçois beaucoup de menaces. Qui étaient ces personnes ? Je ne sais pas. Des musulmans extrémistes. À Douala, quartier mixte de Damas, cet incident a cristallisé les tensions. Les musulmans reprochent aux chrétiens de s'être énervés, les chrétiens aux musulmans de ne pas les avoir protégés. Nous n'avons jamais connu le niveau de tension que nous connaissons actuellement. D'habitude, entre les chrétiens et les musulmans, à Douala, il n'y a pas de différence. Nous partageons les bons événements comme les mariages et les mauvais comme les enterrements. Suite à cet incident, fin mars, les activités de prédication ont été interdites par le nouveau gouvernement. À Douala, les chrétiens, eux, ont serré les rangs. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, des bénévoles armés ont été placés à l'entrée du quartier pour prévenir tout pillage. Ils dissuadent désormais ces prêcheurs de revenir. Vêtu de noir, Kalachnikov en bandoulière, Ahmad, journaliste le jour, vigie la nuit, prend son tour de garde 2 fois par semaine. Nous ne laisserons pas tomber notre quartier, mais ces événements mettent la pression, il faut l'avouer. Beaucoup de chrétiens du quartier souhaitent partir. Partir, oui, beaucoup y pensent. Conséquence avant tout de rumeurs, de peurs et de tensions entre les communautés que les exactions contre la minorité alaouite commises par la frange la plus radicale de la société syrienne début mars sont renforcées. À Damas, des groupes d'amis, des familles se sont disloqués. Selma, chrétienne du centre de la capitale, ne parle plus à ses collègues. D'ordinaire, elle n'aime pas renvoyer aux confessions, mais suite au massacre, dit-elle, certains sunnites l'ont rempli de déception. Ils ne sont même pas donné la peine de dénoncer. Ils veulent pas, ils n'osent pas, je ne sais pas. Ils prennent pas la peine même d'exprimer le mot le plus gentil. Comme on n'aurait pas aimé voir tout ça, des choses comme ça. Vous pensez pas qu'essayer justement de mettre en place de la médiation entre les différentes communautés, confessions ? Pas du tout. Quand il s'agit de religion, on ne peut pas discuter. Discuter ou plutôt faire dialoguer, c'est justement le travail de Monzer Al-Salal. Son ONG Stabilization Support Unit met en place depuis 4 ans des ateliers de médiation à travers le pays. Il y a beaucoup de stéréotypes négatifs, disons, comme si chaque composante de la société avait une certaine affiliation politique. Les alaouites et les chrétiens avec le régime de Bachar al-Assad, les Kurdes avec le PKK, les sunnites avec l'État islamique. C'est pour lutter contre ces stéréotypes que sur les hauteurs du Mont Kalamoun, le monastère de Marmoussa a dans les années 80 été rénové. La petite église dans laquelle officie le père Jihad Youssef accueille chaque croyant qui le souhaite, chrétiens, druzes, musulmans. On a diabolisé les autres et on essaye dans cet contexte de tension, de vengeance, de violence, de dire qu'il faut le courage pour vaincre la haine. Et donc, c'est travailler sur les cœurs, sur les relations, l'amitié. L'amitié peut sauver le monde. L'amitié, ajoute-t-il, pour, après plus d'une décennie de guerre, reconstruire ensemble la Syrie. Manon Chaplin, merci beaucoup. Dernier volet de cette série demain avec les anciens prisonniers de la prison de Sednaïa. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Et Kevin, c'est d'abord au Mali que nous sommes, qui s'enfonce un peu plus dans la dictature. Oui, hier, scène assez terrible pour la démocratie à l'issue de 2 jours de concertation nationale organisée par la junte militaire au pouvoir depuis le double coup d'État de 2020 et 2021, boycotté par la quasi-intégralité des formations politiques maliennes. Le rapporteur a fait plusieurs recommandations à Bamako. D'abord, vous l'avez entendu, la dissolution de tous les partis politiques et le durcissement des conditions de création, notamment
notamment le versement d'une caution. Il préconise également de limiter le nombre de partis à 5 maximum dans le pays. Et puis surtout, principale recommandation, que le chef de la junte soit nommé président de la République à partir de cette année pour un mandat de 5 ans renouvelable, sachant que c'est le général Assimi Goïta lui-même qui va être chargé d'adopter ces recommandations. Les opposants parlent de faute historique. La junte avait promis un processus de transition. À la place, elle essaye de faire taire toute voix discordante au Mali. Nous sommes en Lettonie avec une condamnation. 6 ans de prison prononcée par un tribunal de Riga à l'encontre d'un Letton reconnu coupable d'avoir combattu aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Très peu d'informations. Le parquet a simplement fait un communiqué. L'audience s'est déroulée à huis clos. On ne connaît pas l'identité de cet homme. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été arrêté en octobre dernier en franchissant la frontière pour rentrer en Lettonie. Il a rejoint l'armée russe en 2023 dans une unité d'artillerie envoyé sur le front en octobre 2024. Il a donc visiblement très vite déserté après avoir commencé à se battre. Le parquet précise qu'il a plaidé coupable et exprimé des remords, ce qui a été considéré comme circonstance atténuante. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples de condamnation de ce type en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Des étrangers combattent dans les armées des deux côtés, on le sait, mais il est impossible de savoir combien ils sont. Et puis là, il n'y a pas de doute, nous sommes en Italie, où la science s'attaque à un patrimoine national. Pâte pecorino, c'est un fromage et poivre. 3 ingrédients, une recette, la recette iconique de la cuisine romaine. Les pâtes, cacio et pepe, il y en a plein, les réseaux sociaux. Tout le monde veut vous apprendre à les faire parfaitement. Il y a toutes les écoles, un maître de l'eau de cuisson dans le pecorino râpé, tout mélangé sur le feu ou hors du feu, utiliser du poivre en grains ou moulu. Parce que ça semble simple, mais ça ne l'est pas du tout, cette recette. Le but, c'est d'avoir une belle sauce crémeuse, sauf que ça peut vite devenir pâteux et donc vraiment pas très bon. Alors pour régler cette histoire, des chercheurs italiens ont établi la recette parfaite, selon eux, basée sur la science. Si vous êtes italien, ça va vous faire hurler, puisqu'au lieu de faire la sauce avec de l'eau de cuisson des pâtes, il faudrait utiliser de l'amidon en poudre. 5 grammes mélangés dans de l'eau, ajouter ensuite le fromage, 200 grammes. On mixe le tout, deuxième sacrilège pour les puristes, puis on mélange au poivre et aux pâtes qu'il faut avoir légèrement fait refroidir. Ça évite que la chaleur ne déstabilise la sauce. Pour ne se fâcher bien avec... compliqué. Oui, un petit peu. Pour se fâcher avec personne, les auteurs de l'étude précisent qu'une véritable grand-mère italienne ou un cuisinier expérimenté n'a pas besoin de cette recette scientifique. L'instinct suffit. Ça s'adresse plutôt aux nuls en cuisine. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la chaleur l'ennemi. Merci beaucoup François-Régis Dufraîche. Condonneur, mais je suis sûr qu'il a sa recette. Ah bah lui, il l'a fait sûrement très très bien. Vous reviendrez demain, vous partez avec ce qu'il faut pour accompagner les pâtes. Voici oui, Adriano Celentano et sa reprise de Stand By Me. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio e rivede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore.
Adriano Celentano et sa version de Stand By Me sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madon. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, J-4 avant la présidentielle en Roumanie. C'est l'acte 2 après l'annulation du scrutin l'an dernier. Et ce soir, vous nous dites pourquoi cette élection est un test pour le Trumpisme en Europe. Encore raté, Fabienne, même quand on parle de la Roumanie, on n'arrive plus aujourd'hui, désolé, à faire un édito international sans mentionner Donald Trump. La nouvelle administration américaine, il faut le dire, s'est invitée dans le débat sur l'annulation de la présidentielle en Roumanie. Pour rappel, en novembre, un candidat d'extrême droite, Călin Georgescu, avait créé une énorme surprise en arrivant en tête du scrutin. Les autorités ont par la suite annulé l'élection après une campagne sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, entaché de forts soupçons d'ingérence russe. Le vice-président américain en personne, J.D. Vance, s'est étonné de la décision. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, il a tensé une démocratie assez faible pour être menacée par quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique. Elon Musk a aussi apporté son soutien à Georgescu. En tout cas, la Roumanie a dû reprendre le processus électoral à zéro. Oui, cette fois, Georgescu n'a même pas pu concourir. Son dossier a été rejeté par la commission électorale. Il est notamment accusé de fausses déclarations sur le financement de sa campagne. Qu'à cela ne tienne, il a fait alliance avec un autre candidat d'extrême droite, déjà en lice en novembre, George Simeon, 38 ans, qui avait fini à la 4e place du scrutin. Simeon promet un poste majeur à Georgescu s'il est élu, peut-être même Premier ministre. Simeon a l'avantage de compter le 2e plus grand nombre de députés au Parlement et il fait cette fois la course en tête. Il est crédité d'environ 30% des voix dans les sondages. Prudence, Fabienne, on rappelle au passage que les sondages roumains étaient complètement à côté de la plaque en novembre. Voilà, et alors Georges Simeon joue à fond la carte Trump. Oui, il revendique le soutien des proches du président américain et souligne les points communs entre son projet et celui de l'administration Trump. Georges Simeon a assisté à l'investiture du milliardaire en janvier. Il a même donné une interview à l'idéologue Steve Bannon, ex-conseiller de Trump. Il dirige un parti nationaliste qui cultive la nostalgie d'une grande Roumanie. Simeon tient un discours populiste, anti-système. Il exploite le ras-le-bol d'une population lassée par la corruption, par les inégalités sociales, par l'inefficacité des formations de gouvernement qui se sont succédées depuis la chute de Ceausescu en 89. Pour Simeon, l'annulation de la présidentielle de novembre est une preuve de plus des atteintes à la démocratie commises par les partis traditionnels. Et sinon, Franck ? Eh bien, il fait la course en tête, mais sans certitude, Fabienne, sur la victoire finale. Simeon n'aura sans doute pas la majorité des suffrages dimanche et devra donc affronter son dauphin au second tour, le 18 mai. 2 candidats centristes se tiennent dans un mouchoir autour de 20% des voix. Crin Antonescu, ancien sénateur soutenu par la coalition au pouvoir, et Nicu Jordan, le maire de Bucarest. L'alliance de ces candidats modérés pourrait priver Simeon de victoire. Toute l'Europe, Fabienne, suit de près cette élection. Même si le président en Roumanie a un pouvoir limité, il joue un rôle important en politique étrangère notamment. Or, Georges Simeon critique beaucoup Bruxelles, l'aide à l'Ukraine. Il ne remet pas en question l'appartenance de son pays à l'UE ou à l'OTAN, mais se voit déjà en trublion à l'intérieur du système. Une pierre de plus peut-être dans la construction d'une grande alliance trumpiste en Europe. Voilà, on y est arrivé, Franck Madon. Merci beaucoup. À demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Who will keep the American people safe? Après Captain America, Corinne, après Thor, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, voici les Thunderbolts, nouvelle bande de super-héros pour sauver le monde et accessoirement sauver Marvel aussi, dont les derniers films n'ont pas été une franche réussite au box-office. Celui-ci, en tout cas, est censé refermer un chapitre, celui de la phase 5 de l'univers cinématographique des célèbres studios. Et pour les fans, comme pour l'avenir du genre, ça sonne un peu comme un kit ou double. Ouais, exactement. Grands mots, les grands remèdes, même si on ne va pas complètement renverser la table.
incroyable. Marvel reprend ici un peu la recette des Gardiens de la Galaxie que seuls les fans hardcore connaissaient et qui ont rapporté il y a 10 ans plus de 700 millions de dollars. Super jackpot avant le crash et les déconvenus de la phase 5 du dernier Ant-Man à The Marvels qui avait rapporté lui 200 millions de dollars quand il en avait coûté le double. Alors oui, l'heure est grave et quand tout fout le camp, eh bien toute la question c'est de savoir est-il encore possible de sauver le monde et les studios avec une bande de vauriens, car ces Thunderbolts sur le papier n'ont rien de très flamboyant, personne ne compte sur eux, leur téléphone ne sonne plus, ou alors pour des missions vraiment pas très valorisantes, la dépression les guette quand ce n'est pas le deuil ou les échecs, une fragilité que Marvel a décidé d'exploiter en faisant appel à un réalisateur lui aussi peu connu, venu du cinéma indépendant et de l'écurie A24, Jake Schreier, à qui l'on doit l'excellente série Beef acharnée sur Netflix et qui s'est senti tout de suite très à l'aise avec ses personnages cabossés. Ce qui m'a vraiment plu au départ, c'est le casting. Florence Pugh, j'aurais fait n'importe quoi pour travailler avec elle. Ce qui était intéressant avec ces personnages, c'est que beaucoup d'entre eux se voyaient destinés à quelque chose de grand, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Et c'est intéressant comme point de départ. John Walker, par exemple, qui allait devenir Captain America jusqu'à ce que tout parte en vrille. Ça rend, je trouve, l'histoire assez universelle, parce que d'une certaine manière, il nous ressemble. Certains se sentent exclus, d'autres pas. Mais on a tous dans notre vie traversé un jour un moment comme celui-ci. Ce sentiment de vide, d'incertitude, d'obscurité qui plane, c'était une histoire tellement intéressante à raconter. Et puis ce sont des thèmes que nous avons déjà explorés dans la série Beef de Lee Jung-jin, qui a mis sa main au scénario pour modifier 2-3 trucs. Le film devait d'abord résonner sur le plan personnel, se sauver soi-même, se sauver les uns les autres, et par extension sauver le monde. Sauver le monde avec un casting extraordinaire, Florence Pugh autour du personnage de Black Widow. On va retrouver aussi Bucky, le soldat d'hiver, Sebastian Stan, et puis un nouveau venu issu de l'univers des 4 Fantastiques. Mais chut, le résultat est plutôt chouette avec de l'action, mais pas trop, de l'humour, mais avec modération. Pourtant, il n'y a pas l'homme invisible dans les 4 Fantastiques. Et beaucoup d'introspection aussi, Fabienne. Même si souvent dans les comics Marvel, on explorait la santé mentale, c'est un sujet qui n'était pas forcément développé dans les films de super-héros. En tout cas, on n'allait pas aussi loin. Ici, la tonalité est sombre, les personnages remplis de regrets. Puis c'est un film important pour les fans, puisqu'il ouvre un autre cycle, celui de la phase 6 de l'univers cinématique Marvel, qui sera sans doute déterminant pour l'avenir du genre en cas de nouvelle déception des fans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marvel, à l'avenir, va la jouer quoi ? Plus expérimentale ? Alors pas forcément. Ce qui sera surtout intéressant à observer, c'est ce qui va se passer chez le voisin DC Comics qui sort début juillet un nouveau Superman très attendu sur les écrans, réalisé par James Gunn. Et au-delà du match de l'été DC Marvel, eh bien, ce qui va être important pour les fans, c'est de retrouver la magie des premiers films pour Jake Schreier et ses Thunderbolts. Ça veut dire un objectif à 70 millions de dollars de recettes. Ça paraît peu, mais pour lui, c'est déjà bien. L'attente autour du film n'est pas énorme. Vous pouvez trouver que c'est embêtant. Beaucoup de spectateurs n'ont jamais entendu parler des Thunderbolts. Mais pour moi, quand vous travaillez sur un film comme ça, je trouve que c'est plutôt une chance. Nous savons tous les deux, bien sûr, que ce ne sera jamais un film indépendant, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment sympa à mélanger cet incroyable groupe de créatifs et de chefs de département qui n'avaient jamais travaillé sur un film Marvel auparavant. Moi, le premier. Mais vous savez, j'étais dans la même école de cinéma que John Watts, qui a fait les films de Spider-Man. Et juste avant ça, il a réalisé un petit film indépendant tourné dans le Colorado. Il y a une tradition de cinéastes qui viennent de cet univers. Vous savez, nous ne sommes pas en train d'essayer de faire main basse sur l'univers cinématique Marvel pour faire quelque chose de complètement différent. Nous essayons juste de faire un film qui, à la fin, à l'heure du dénouement, renvoie à l'héritage de tous les grands films qui ont déjà été faits, mais en prenant un chemin différent. Je ne sais pas si ça marchera au box-office, mais pour moi, c'est la meilleure recette pour embarquer le public. Différent, mais cohérent. Allez, on lui souhaite quand même que ça marche. Corinne Pellissier, merci beaucoup. Au cinéma, donc, ce mercredi, les Thunderbolts, avec une petite astérix après le S. Et alors, c'est important, merci de nous prévenir. Ça veut dire qu'il faut rester jusqu'à la fin de la deuxième scène post-générique. Hyper important. Hyper important. Okay. Non, mais c'est toujours hyper important, ces choses-là. Merci beaucoup.